Seconde partie de l'Africa Newsroom. Alfred Chango, Camille Sari et Nadia Lamarckbi, nos éditorialistes, sont toujours sur ce plateau. Cette semaine est consacrée à l'intégration sociale et à la spiritualité sur le continent africain. Voici le dossier du jour. Les confréries font partie intégrante de la société sénégalaise. C'est d'ailleurs l'une des particularités de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Leur poids, leur influence, leurs actions ont un impact direct sur la vie sociale, mais aussi politique de ce pays. El Hadj Ndiaye, correspondant au Sénégal, est allé à la rencontre des acteurs majeurs des confréries. Voici son compte rendu. 96% des Sénégalais sont musulmans, 3% sont des chrétiens et 1% de religion traditionnelle. L'islam reste donc la religion prédominante. Au Sénégal, l'islam a comme particularité la segmentation de la communauté musulmane en confréries et autres foyers autonomes. Pour comprendre l'islam au Sénégal, il faut savoir comment fonctionnent les familles maraboutiques. Elles sont nombreuses et diverses et chaque segment essaye de suivre les enseignements de son marabout, comme l'indique la définition du mot confrérie, qui signifie un ensemble de croyants suivant les préceptes religieux d'un guide spirituel. L'organisation de l'islam au Sénégal est bien particulière, une singularité due à la prédominance des différentes confréries. Il faut dire que ces confréries religieuses s'organisent essentiellement autour de l'exercice de la foi, mais elles partagent tout un point commun. Pour l'essentiel, c'est des confréries qui relèvent de la tradition malikite, donc de l'imam Malik, et qui évidemment reposent sur une conception soufie de la pratique de l'islam. Donc toutes les confréries au Sénégal, que ce soit le tijanisme, le mouridisme, le laïnisme, le niassénisme vers Kaolack et les autres, s'articulent essentiellement autour de la pratique soufie de l'islam. La pratique soufie de l'islam, c'est le fait précisément que dans la pratique religieuse, on a tendance à tourner le dos à la matérialité. Pour faire la différence entre les confréries ou autres foyers religieux, les guides sont représentés graphiquement et idolâtrés par leurs disciples. À titre illustratif, sur certains édifices, véhicules, t-shirts ou autres, on peut voir l'effigie d'un marabout, son nom ou autre phrase pour magnifier son œuvre. Baye Niass pour les Niassènes, Serigne Touba pour les Mourides, Mame Maodo pour les Tidjanes, Seydina Limamou Laye pour les Layènes, entre autres. Chacun y va de sa compréhension de l'histoire de son guide. La mère s'était introduite dans le domicile de Seydina Limamou Laye. Ce dernier, le lendemain matin, au sortir de la mosquée, accompagné de ses disciples, de ses compagnons, il est allé donner ordre à la mère de reculer. Et la mère s'est exécutée aussitôt, en reculant de plusieurs dizaines de mètres avant qu'il ne traçât une ligne pour indiquer à la mère de ne plus dépasser cette ligne. Et depuis, la mère a respecté scrupuleusement ce tracé. Nous mettons un accent particulier sur les zikrs en collectivité. Et ce sont ces zikrs collectifs qui nous distinguent des autres confréries. En général, on devient membre d'une confrérie par tradition familiale ou par adhésion aux enseignements d'un marabout. Une autre particularité de l'islam au Sénégal, c'est la cohabitation pacifique entre les différentes confréries, mais aussi avec les autres religions. À titre d'exemple, le pays a 96% de musulmans et a été pendant de longues années dirigé par un président chrétien. Ça, c'était la culture des confréries. C'est grâce à Seigne Babacar et Seigne Touba, Seigne Falilou Mbacké, l'un chef de la confrérie Tidjane, l'autre chef de la confrérie Mouride, qui ont considéré que le poste de député à l'Assemblée nationale française ne pouvait pas s'octroyer sur la base d'une confession, mais sur la base du mérite, sur la base de la compétence. Et ces deux qualités étaient réunies chez Senghor. C'est pour ça qu'ils n'ont pas hésité à voter pour Senghor. Vous voyez ce vote-là, la transcendance des divergences confessionnelles et confrériques a installé au Sénégal cette paix sociale. La pratique de la religion dans la zone ouest africaine est essentiellement fondée sur la convivialité et sur la coexistence pacifique. Simplement parce que, au-delà de ces clivages confrériques, il y a une vieille appartenance religieuse animiste que nous partageons. Donc, c'est-à-dire qu'il soit mouride, qu'il soit tidjane, qu'il soit laïen ou niassène, qu'il soit même chrétien,
on a à peu près la même tradition animiste et païenne. Et cela constitue un point de rencontre, un point de rapprochement entre les différentes obédiences religieuses au Sénégal. Cette entente entre toutes les communautés religieuses contribue à la stabilité du pays. Le Sénégal est ainsi cité en exemple dans la sous-région. On voit ce qui est arrivé au Mali il n'y a pas longtemps, on voit ce qui se passe en République centrafricaine, on voit ces montées en puissance d'un islamisme. Et au Sénégal, la chance que nous avons, c'est que les vrais répondants de l'islam ne peuvent pas venir de l'extérieur parce que nous avons déjà des remparts, nous avons des leaders qui ont théorisé l'islam, nous ont permis de comprendre, d'en comprendre la substance et aujourd'hui nous sommes à l'aise, il y a un dialogue permanent entre les textes, la compréhension que nous devons en avoir et notre quotidien. Et donc ce sont des facteurs de développement, des facteurs de stabilité puissants et des facteurs de renforcement de notre cohésion et surtout des facteurs aussi qui renforcent notre identité. Contrairement à ce que l'on peut voir ailleurs, lorsque l'islam se présente, vous êtes presque culturellement obligé de vous aliéner, de vous déshabiller et de porter donc l'habit de l'autre au plan culturel à tout point de vue, ce qui peut être un danger et être en fait quelque chose de très superficiel. En dehors des aspects purement spirituels, les membres d'une communauté suivent les enseignements et la philosophie de leur guide. Ainsi, Serigne Touba, le fondateur du mouridisme, disait « Travaille comme si tu ne devais jamais mourir et prie comme si tu devais mourir demain ». Le mouridisme, selon son fondateur, c'est l'islam dans sa pureté originelle. La particularité aujourd'hui, si on peut dire, c'est peut-être l'ardeur au travail. Les mourides sont considérés comme des gens particulièrement attachés à la valeur du travail. On dit même que le cheikh aurait dit que le travail fait partie de la religion. On peut adorer Dieu en travaillant. Le fonctionnement de chaque foyer religieux est basé sur une bonne organisation. Une organisation nécessaire pour la tenue des événements périodiques des communautés. Des activités qui sont d'un grand apport dans le tissu économique. Vu la grande affluence des fidèles vers les cités religieuses, les entreprises y convergent aussi pour proposer leurs produits et services. On peut citer le Gamou de Tivaouane et le Magal de Touba. La confrérie mouride est un levier économique extrêmement puissant. Le Magal de Touba, par exemple, est comme le pèlerinage à la Mecque en termes de mobilisation de ressources financières, de redistribution donc de ces richesses et les emplois qui sont créés autour de ce Magal, c'est un événement phare. Et aujourd'hui, n'importe quel pays dans le monde souhaiterait avoir un événement comme celui-là du Magal qui draine du monde, draine donc des flux financiers extrêmement importants, entraîne des investissements extrêmement importants, donc favorise à tout point de vue le développement non seulement de la capitale Touba, mais le développement du Sénégal. L'islam contribue ainsi au développement, mais aussi à la cohésion sociale. Le dialogue islamo-chrétien est aussi une réalité au Sénégal. Des aspects qui font la force du pays, même si parfois des divergences sont notées quant au choix des dates pour les fêtes comme l'Aïd el-Kébir et l'Aïd el-Fitr. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal est quand même un pays particulier, où les confréries sont aussi puissantes. C'est le seul pays quasiment d'Afrique de l'Ouest à avoir cette spécificité. Oui, mais ce qui n'a pas été dit au reportage, je permets de faire cette critique, c'est qu'il y a un lien étroit entre les confréries au Sénégal et ce qu'on appelle les zaouïas au Maroc. D'ailleurs, la Zaouia Tijania, ça vient du Maroc. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des pèlerinages qui s'organisent, il y a des rencontres, il y a d'une coordination. Ce qui est étonnant, c'est qu'au Maroc, le phénomène de Zaouia, c'est-à-dire de confrérie, n'a pas pris. Enfin, n'a pas pris, il y en a, mais c'est ultra minoritaire. L'islam au Maroc, il est malikite, il est très tolérant, comme d'ailleurs l'islam de tout le Maghreb. Dans les années 90, les barbus qui ont pris les armes, etc., en Algérie, on les appelait les Afghans parce que ce n'était pas d'inspiration de la culture et des pratiques religieuses algériennes. Ils sont vraiment, c'était un petit peu les séquelles de ce qui s'est passé en Afghanistan avec l'encouragement de... C'est la CIA un petit peu qui a
entraîné tous ces gens-là. Et puis après, il y a beaucoup qui sont venus d'Afrique du Nord. Mais donc l'islam, et c'est paradoxal entre l'islam un peu autoritaire et puis fanatique qu'on trouve en Asie, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Iran, et l'islam en Afrique qui est un islam ultra tolérant, mais vraiment d'une tolérance incroyable. Voilà. Nadia, alors à votre avis, pourquoi au Sénégal les confréries ont autant d'importance, sont aussi impliquées dans la vie des Sénégalais au quotidien? Pendant longtemps, en fait, ça a été aussi un support pour la classe politique. En fait, par exemple, jusqu'à présent, on sait très bien qu'Abdoulaye Wade a largement contribué à la prospérité des Mourides, notamment en leur donnant et des terres et des accès au commerce plus facile et des contributions financières. Il a largement financé cette confrérie-là. Maintenant, bien avant, Abdou Diouf avait déjà donné des terres, et ce qui avait aussi à l'époque commencé dans les années 90, commencé à créer quelques soucis au départ entre le reste de la population et les Mourides. Donc c'est un échange de bons procédés. Disons qu'en fait c'est quand même des notables, c'est ce qu'on appellerait ici en France des têtes de réseau. C'est des personnes qui sont capables d'influencer leurs disciples. Ils sont capables de donner des consignes de vote, par exemple, de donner des consignes sur la manière de résister ou non à telle ou telle proposition du gouvernement. Et on voit bien que au Sénégal, les Mourides, par exemple, qui à la base étaient plutôt des ruraux, ont aujourd'hui pris une grande place dans tout ce qui est commerce, dans tout ce qui est activité ou agro-business ou commercial, parce que justement, ils ont à un moment été, on va dire, dans le sens du gouvernement. Et même lorsqu'il y a des manifestations, des protestations, on se souvient du mouvement Y en a marre, on a vu que ceux qui dirigeaient ce mouvement demandaient d'abord l'autorisation, allaient demander la bénédiction des confréries avant de se lancer dans ce genre d'initiative. Marie-Angèle, la première observation que je ferai est celle-ci. Au Sénégal, bien sûr, les confréries jouent un rôle spirituel, social, voire politique important, mais ce sont des confréries qui sont républicaines, qui respectent la séparation de pouvoir entre le temporel et le spirituel, donc qui respectent le caractère laïque de la République sénégalaise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, que ce soit sous Senghor ou Diouf ou peut-être moins sous Abdoulaye Wade, les confréries se sont gardées effectivement de politiser trop leurs membres ou leur action ou leur vote. Et donc ont joué le rôle plutôt de stabilisateur ou de catalyseur pour éviter justement qu'on aille vers des débordements qu'on voit un peu partout ailleurs. Donc il y a ce rôle de pacification sociale. Et puis ce rôle aussi social, parce qu'effectivement il y a le problème du travail, etc. Ils incitent beaucoup là-dessus. Et puis, ce qu'on oublie souvent de dire, mais ça a été rappelé un peu par l'expert en développement, c'est qu'au fond, l'islam du Sénégal, c'est ce qu'on a appelé vers les années 20, Vincent Monteil, l'islam noir, et qui est justement à la fois fondé sur l'esprit de confrérie, le soufisme, et puis de l'autre côté sur l'animisme. Le colonisateur s'est appuyé là-dessus justement aussi pour mener un certain nombre de ses actions, notamment on voyait le gouverneur qui siégeait à Dakar aller au Magal de Touba par exemple et siéger à côté du Sérigne, etc. Et donc ça jouait ce rôle-là de stabilisation. Stabilisation notamment aussi en ce qui concerne l'avancée de l'islam radical, il a été rappelé dans le reportage. Le Sénégal, vous pensez l'islam radical ne pourrait pas être implanté au Sénégal au vu de l'organisation qui est déjà faite? Oui, tout à fait. Cette organisation a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, effectivement, c'est qu'elle permet donc la diffusion de cet islam tolérant, mais le problème, c'est la non-démocratisation de l'islam. C'est paradoxal ce que je vais dire. Oui. L'islam qui a existé
qui existait en Afrique du Nord, parce que c'est venu de quand même des Almoravides, etc. C'est un islam qui repose sur l'imam, c'est quelqu'un qui peut être choisi au coup par coup. Aujourd'hui, ça peut être Alfred, je dis n'importe quoi, mais demain, ça peut être quelqu'un d'autre, etc. Moi, ça, oui, sûr. bon, malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef, c'est ça, il n'y a pas un chef identifié. Alors que là, on a vu qu'il y a des chefs, mais ces chefs-là... Mais en quoi est-ce un problème? C'est un problème dans la mesure où ils incarnent un certain nombre de privilèges. Nadia a bien parlé de ces donations de terres, les têtes de réseau, elle a parfaitement raison. Mais ils reçoivent des terres, mais ils les redistribuent aussi, ils aident la population, ils ont un rôle qui n'existe pas dans d'autres sociétés, mais qui compte. Que ce soit le colonialisme français, que ce soit les régimes en place, ils se sont toujours appuyés sur ces confréries pour perpétuer justement leur régime et pour avoir des voix. Mais ça existe partout, ça existe aussi aux États-Unis. Même aux États-Unis actuellement, les partis républicains s'appuient sur... aux États-Unis ou en France, on va les appeler les sectes. Et la diffusion de ces confréries est anachronique avec l'islam fondamental qui repose sur, je dirais, la non-hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Vous faites réagir nos éditorialistes sur le plateau. Nadia d'abord, Alfred ensuite. Oui, pour revenir juste au fait que cet islam intégriste, celui qu'on voit beaucoup venir des pays comme l'Afghanistan ou l'Arabie Saoudite, n'aura pas prise sur le Sénégal parce que le soufisme, déjà pour eux, c'est le diable. Le soufisme, c'est le principe de non-application d'une charte quotidienne. C'est la spiritualité avant la pratique. C'est-à-dire qu'on s'attache plus à se rapprocher de Dieu par des chants, ce qui est interdit chez les autres branches de l'islam, par de la réflexion, ce qui est, on va pas dire interdit dans les autres branches, mais qui souvent est limité, mais en tout cas, et par l'individualisation. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'avoir un chef qui sera un référent vers qui on se tourne à chaque fois qu'on a un problème. Alors que normalement, dans les autres branches, il n'y a pas de lien il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et le pratiquant. Dieu est la seule référence. Et chez les wahhabites, par exemple, ou chez les salafistes, qui veulent revenir... Il y a l'imam tout de même. Non, mais l'imam, en fait, il n'est pas là pour être un intermédiaire. L'imam mène la prière, mais il n'est pas celui vers qui on va se tourner si on a un souci. Il n'est pas la référence. Dans d'autres pays, pourtant, si, effectivement, on se tourne vers l'imam lorsqu'on a besoin de conseils, d'interprétation. Que c'est celui qui connaît le mieux le texte. Mais ça reste toujours le texte. D'ailleurs, souvent, dans les autres religions, on vous demande ce qu'on appelle dalil, c'est-à-dire la référence dans le texte sur telle ou telle application des choses. Donc l'imam, on se tourne vers lui parce qu'il est censé être le plus instruit dans certaines religions, dans certaines branches de l'islam, mais sinon il n'est pas un intermédiaire référent comme pourrait l'être le chef d'une confrérie au Sénégal. Alfred, vous vouliez rajouter quelques mots? Oui, tout à fait. Par exemple, le fondamentalisme de Boko Haram ne peut pas prendre justement au Sénégal parce que cet islam fait de prières, d'oraisons, de chants, etc., qui vise une plus forte forme de spiritualité, qu'on se souvienne de Rumi, justement, qui est le modèle même du soufi, par excellence. Et qui est le diable pour les exactement, qui appelle... C'est un islam d'apaisement. Alors, pourquoi est-ce que ça ne peut pas prendre? Pour des raisons qui ont été évoquées, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un enracinement fort autour de ces confréries qui, il faut le rappeler, se servent du Coran. Donc le texte fondamental, les hadiths du prophète aussi, et puis les enseignements justement du sérigne ou du marabout. Nous allons mettre fin à ce débat, merci à vous. Nous allons rappeler les principales informations dont nous avons débattu en première partie d'émission. Le G5 du Sahel est né, un cadre permettant aux États sahéliens de coordonner leur politique de développement et de sécurité. Sa présidence a été confiée à Mohamed Ould Abdelaziz, hôte de cette première réunion des chefs d'État du Sahel. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi est actuellement jugé dans 3 affaires et poursuivi dans 2 autres. Son procès a été ajourné et perturbé dimanche par ses avocats. La Cour a permis au syndicat des avocats de désigner de nouveaux avocats pour le défendre. Dans quelques instants, nous verrons qu'une évolution de la presse, de la liberté de la presse a été notée au Bénin. Nous verrons aussi la mise en place de la politique d'assainissement des alentours de Ouagadougou au Burkina Faso. A tout de suite.